d'être venus finalement assez nombreux dans cette réunion publique qui, pour la première fois depuis 18 mois, mais avec des péripéties qu'on connaît, nous permet de rassembler enfin 3 députés autour d'une même table pour parler d'une préoccupation qui nous est, je crois, commune, à savoir la situation autour du bassin et de l'étang d'Auto, la question des conditions de vie sur ce territoire, la question des perspectives à la fois économiques et environnementales qui nous préoccupent à tous sur notre lieu de vie, et plus généralement cette réunion a pour objectif de nouer un échange, parce que l'échange a été interrompu depuis 18 mois avec des personnes qui ont besoin de nous parler, de nous dire des choses et de nous communiquer un certain nombre de préoccupations lorsque c'est le cas. Alors je remercie tout le monde, bien évidemment, d'être là ce soir. Je remercie mes deux collègues Jean-François Eliaou et Nicolas Desmoulins de se prêter le jeu. J'espère qu'on pourra renouveler l'expérience, et pas seulement autour de l'étang d'Auto, mais dans les terres, et en se rapprochant un petit peu plus de Montpellier. Je ne vais pas être plus long que ça. Je vais laisser la parole à Nicolas pour dire quelques mots de lancement sur une des thématiques sur lesquelles il a choisi de lancer un petit peu le débat. Et très rapidement, la parole sera à la salle de façon à ce que vous puissiez nous interpeller ou échanger avec nous, et nous apporterons des éléments de réponse aux choses lorsque nous aurons dans les conditions, bien évidemment. Nicolas, je te laisse la parole et je te remercie une nouvelle fois d'être venu ce soir. Je suis très heureux d'être ici ce soir avec mes collègues, bien évidemment, mais surtout de retrouver des visages connus, des visages que je ne connais pas, et j'ai qu'une envie, c'est d'échanger, bien sûr, avec eux. On a envie, nous, députés, d'être challengés. C'est un mandat passionnant, exaltant, des fois violent, et on s'améliore chaque jour quand on peut avoir en face de nous un peu de confrontation de temps en temps, un peu de débat, des compliments de temps en temps, ça fait aussi du bien, mais en tout cas, je crois vraiment à la valeur du débat pour qu'on puisse s'améliorer dans notre quotidien. Je tenais vraiment à remercier, bien sûr, tout ce beau monde, et puis ceux qui viennent d'un peu plus loin, parce que ce soir, on va parler du bassin d'Auto, bien évidemment, et je vois des visages connus qui viennent d'une métropole pas très éloignée, donc de Montpellier. Vraiment, je tenais à les remercier pour leur présence. Et comme le dit Christophe, ce soir, c'est surtout la parole aux citoyens, en tout cas à ceux qui sont présents ici. Donc je passerai peut-être la parole à Jean-François pour faire un petit bonjour aussi, cher Jean-François. Ok, merci Nicolas. Oui. Merci à tous d'être venus ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi aussi, il y a des visages qui sont connus, et puis il y a des visages que je ne connais pas, mais on va en faire connaissance. Donc je suis Jean-François Eliaou, je suis député de la 4e circonscription. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la 4e circonscription, c'est la plus belle circonscription de France. Voilà, donc je le dis systématiquement, évidemment il y a des rires dans la salle, mais j'espère que c'est des rires d'admiration. Et donc nous sommes rattachés, mes collègues et moi, sur un élément extrêmement constituant, si je peux dire, de notre activité économique, touristique, de mobilité, qui est l'étang d'Auto. En effet, la 4e circonscription, c'est Metz, c'est Bouzigues, c'est entre autres, c'est Lupian, pour citer que les communes qui ont un peu de Poussan d'ailleurs aussi, qui ont un rivage sur l'étang d'Auto. Et lorsqu'on est de ce côté-là, dans la circonscription, il y a quelque chose qui nous barre un peu l'horizon, c'est le Mont-Saint-Clair. Et un des objectifs de mon mandat, d'ailleurs, puisqu'on est dans le bilan, ça va être de raser évidemment le Mont-Saint-Clair pour voir un peu plus la mer. Et à chaque fois qu'on dit la musique, on se le dit, vous voyez, bon, c'est le micro après. Oui, mais le micro a eu du mal avec ce que je viens de dire. Mais voilà. Donc, il y a évidemment des sujets et des problématiques communes. Toutes les villes que je viens de citer, toutes les communes et d'autres, d'ailleurs, il y a Viverac, je pense aussi à Viverac, Montbazin, qui font partie de cette acropole, donc les sujets sont communs. Moi, je suis très heureux, encore une fois, de vous voir ce soir. Je précise deux choses. Première des choses, nous sommes dans le cadre d'un bilan, donc on parle de notre bilan
des 4 ans et demi, non, bientôt 5 ans, mais des 4 ans et demi. Il ne s'agit pas d'une soirée électorale, donc nous ne parlerons pas de ce qu'il y a à faire, mais plutôt de ce que nous avons fait. Et je compte sur vous pour nous dire ce qui s'est bien passé et puis ce qui s'est mal passé. Voilà. Pour ce qui s'est mal passé, ben, on essaiera de faire passer le message à nos successeurs s'il y a des successeurs. Pour ce qui s'est bien passé également. Et puis le bilan, je pense, est important parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mes collègues dans les mandatures précédentes qui avaient fait cette démarche, et au niveau des parlementaires, mais également au niveau du gouvernement, de dire, bon voilà, on est en fin de mandat, on a promis des choses, qu'est-ce que vous sentez? Évidemment, on a eu des crises, on a eu ça, et personne n'est responsable de ça pour ce qui concerne le Covid. Mais voilà, quelle est votre impression? Et moi, personnellement, je pense aussi mes collègues, très intéressés par votre ressenti, le ressenti des citoyennes et des citoyens pour qui on fait la loi. Il faut savoir comment les citoyennes et les citoyens ressentent la loi. Voilà ce que je voulais dire en introduction. On laisse la parole au public ensuite. Ah ben voilà. Direct. D'abord, un grand merci. D'abord, un grand merci de vous avoir réunis ce soir. Ça fait 4 ans qu'on attend ça. Oui, parce que bon, je milite depuis des années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis macroniste de la première heure, mais aussi présidente de l'Observatoire du Pays de Thau. Donc les problématiques du Pays de Thau, je les connais, et depuis très longtemps. Et notamment, nous militons pour avoir une cohérence à la fois territoriale et politique, pour que justement ça puisse avancer plus vite, on puisse avoir des résultats beaucoup plus rapides. Et enfin, on vous voit réunis tous les trois. Alors, une problématique d'avenir, et là Jean-François sait de quoi je vais parler, dans la mesure où il était en mairie à Poussin et j'en ai eu l'écho, il y en a grandement parlé, et vous êtes tous au courant de ce dossier. C'est cette ligne LGV qui va nous massacrer le territoire, et je dis bien massacrer, avec tous les inconvénients, aucun avantage, défendu absolument par personne. Ce tracé, on n'est pas du tout contre la LGV, mais contre ce tracé tel qu'il est. Nicolas avait assisté, j'avais fait une restitution aux assises de la mobilité en 2017 à Pignan, où j'avais présenté notamment un PowerPoint avec tous les effets délétères de ce tracé sur notre territoire. J'en ai parlé aussi à Christophe, Jean-François, Sophie en avait parlé aussi, donc vous étiez tous au courant. À l'heure actuelle, il y a une accélération faramineuse de ce projet par M. Castex. Il y a un ticket Castex-Belga où chacun veut absolument revendiquer sa ligne. On a gagné 3 ans. Et il faut savoir que ce projet-là, c'est plus de TGV à 7. On ira à la Mogère chercher les TGV. C'est un viaduc d'1,4 km sur 28 mètres de haut le long de l'étang de Thau avec les risques inhérents, c'est-à-dire que le bassin de rétention, s'il se passe quelque chose, ce sera l'étang de Thau, a-t-on le droit de mettre en danger notre territoire pour les générations futures, simplement pour des raisons politiques. Madame Delga préconise une modification du tracé dans les Corbières, mais nous, au niveau du bassin de Thau, tous les représentants politiques, opposition, majorité, ont tous voté pour. Pourquoi? Parce que, effectivement, région à côté, et attention, si on vote contre, on va se faire mal voir de la région. Tous, je m'excuse, non pas tous, sauf les 2 de Poussan, les 2 représentants de l'aglopole à Poussan, ainsi que le maire de Montbazin, qui est un maire hors norme, proche de l'environnement, et qui avance dans ce sens. Sinon, nous sommes cuits. Monsieur Castex veut une enquête publique avant la fin de l'année pour que ce projet soit figé. Et les générations futures, il faut aussi penser aux générations futures. Donc, nous attendons de vous, parce que c'est vous qui êtes à Paris, c'est vous qui pouvez bouger les manettes. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Vous avez rencontré M. Castex je ne sais combien de fois, mais est-ce que ce dossier a été abordé? Non. Donc j'espère et je souhaite pour le territoire
que dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a vraiment urgence, si on a l'enquête publique, le tracé est figé. Dans les semaines qui viennent, vous puissiez intervenir au nom des citoyens de Thau qui ne connaissent pas le projet. Donc nous faisons une réunion publique le lundi 29 à Poussan, parce que c'est le territoire le plus impacté. Je vous invite, j'espère que vous y serez, pour répondre aux questions et pour justement montrer que moi, nos politiques se préoccupent, les nôtres, se préoccupent de ce qui se passe sur le bassin de Thau. Donc on a peut-être encore une chance de retarder le projet. C'est un projet qu'on connaît depuis 2012, qui a été enterré plusieurs fois. Il a été déterré depuis l'arrivée de M. Castex. Désolé de démarrer comme ça la réunion. Merci, Brigitte. Bien, alors écoutez, moi je vais être, on est dans la transparence et dans la franchise. Tout à l'heure, effectivement, il n'y avait pas de publicité, mais on a su que j'avais été visiter la maire de Poussan et le conseil municipal, et j'étais accueilli avec pratiquement tout le conseil municipal. Ça faisait très longtemps que je voulais voir Florence Sanchez, que je connaissais d'avant. Bon, les aléas du calendrier et des agendas respectifs ont fait que j'ai vu maintenant. Elle faisait partie de la tournée des maires nouvellement élus, et c'était son cas. Évidemment, ça a été évoqué, plus qu'évoqué, expliqué dans tous les sens du terme. Elle m'a effectivement invité à la réunion publique qui aura lieu le 25 novembre. Comment ? La réunion publique est organisée par nous, oui. et SNCF Réseau veut récupérer cette réunion. Oui, non, mais moi je parle de la réunion publique, on m'a invité, donc j'ai déjà quelque chose de prévu, mais je viendrai au moins 1 heure à cette réunion parce que je pense que c'est important. Il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord le problème de ce viaduc qui va traverser sur 1,4 km, comme tu disais, à 28 mètres de hauteur, le territoire de la ville, de la commune, plus un certain nombre de communes à côté qui sont impactées, et qui sont impactées d'une façon particulière, parce que c'est à la fois environnemental, et on peut se poser la question, mais également, comme ça mettra du temps, si ça se fait, il y a une espèce de gel des terrains qui fait que plus personne ne peut bouger, et que les communes sont très embêtées parce qu'elles sont impactées par cette espèce de gel, parce qu'on ne connaît pas exactement au millimètre près, au mètre près le passage de la ligne, et que par conséquent on bloque un certain nombre de zones pendant plusieurs années, ce qui impacte évidemment sur la politique urbanistique, si je peux dire, des communes. Et c'est un point important, l'accès des terrains, parce que la ville de Poussan a cette ambition, l'accès des terrains aux maraîchers, par exemple, voilà, qui peut être aussi impacté. Enfin, il y a tout un écosystème qui peut être impacté. D'un côté, si je peux dire, de l'emprise au niveau du paysage, que je comprends parfaitement, il y a aussi cette difficulté. Autre difficulté également, c'est que pour les passagers, et c'est pas terminé, pour les passagers, effectivement, il y aura la possibilité de prendre le TGV soit à Béziers, soit à Montpellier, puisqu'on supprimerait la gare de Sète, si j'ai bien compris, et que par conséquent, il n'y aura même pas une gare qui avait été demandée à Poussan, parce que chacun veut sa gare, tout simplement parce que si on fait une ligne à grande vitesse, on ne peut pas s'arrêter tous les 10 km parce que c'est plus une ligne à grande vitesse, ça ne peut pas être un omnibus. Oui je sais, il y a quand même un élément très important, c'est qu'il y a un projet important d'arrière-port à Poussan, avec une activité industrielle autour des métiers de la mer, et ça, pour moi, ça pose problème d'organisation, parce qu'il y aura des containers, des chambres froides et des choses comme ça, et pour acheminer tous ces produits de la mer, il faudra encore faire du routage, et on va être encombré par les poids lourds qui vont en frigorifique, et qui vont aller depuis l'arrière-port qui est à Poussan, jusque dans d'autres, par exemple à Béziers ou à Montpellier, pour prendre le transport ferroviaire. Autre chose, nous n'avons pas de garantie, et ça il faudra l'avoir, la garantie du ferroroutage, parce que cette ligne à grande vitesse, elle est pour les voyageurs, mais elle était au début pour le fret, pour améliorer le ferroroutage. Or là, on est sur la 9, et que la 9 est extrêmement accidentogène, et que si on pouvait dégager les camions, ce serait une bonne chose. Nous n'avons pas forcément de garantie
que la LGV servira au ferroroutage, qui est l'avenir, hein, quand même, qui est une mobilité d'avenir. Donc voilà, tout ça fait que ça s'accélère effectivement. Si je me souviens bien, et je ne vais pas être très long, je terminerai là-dessus, Carole Delga n'était pas favorable forcément à cette ligne, mais ça a été un marchandage quelque part. Elle est plus Toulouse-Bordeaux. Bon, voilà. Et la LGV Perpignan-Paris, ce n'était pas forcément son problème. Mais le problème, c'est qu'à Perpignan, il y a une autre commune qui est pas très loin qui s'appelle Prades. Et nous connaissons tous le maire de Prades. Donc voilà, non mais je suis député de la majorité, donc je soutiens le gouvernement. Mais on peut se dire les choses, et on peut se dire les choses très franchement. Voilà, donc je ne suis pas contre Jean Castex du tout, mais la question se pose. Moi, ce que je dis simplement, c'est que, il faut qu'effectivement la SNCF qui sera présente, ou chez Réseau Ferré de France qui sera présente à cette réunion du 25 que vous organisez, pour montrer le tracé exact, parce que le tracé exact n'est pas connu. On ne connaît pas non plus la construction de cette espèce de pont, on ne la connaît pas. Le tracé est complètement connu. Non, mais pas le pont, attention, pas le pont. Donc voilà, et il y a des propositions qui sont faites par les citoyens de déplacer cette ligne pour qu'elle soit la moins impactante possible. Donc je pense qu'il faut écouter ça, aller à cette réunion, et j'y serai en tout cas pour une première partie, pour voir ce que c'est. Et effectivement, nous sommes députés effectivement de la nation, mais si nous pensons sans mandat impératif, effectivement, il y a lieu de défendre quelque chose qui serait et qui modifierait ce qui est prévu actuellement, parce que c'est le bien-être général, et c'est le principe en tout cas sur lequel je me base pour faire de la politique. À ce moment-là, vous aurez mon soutien. Voilà ce que je voulais dire. On va juste en donner un peu. Ah, c'est bon. Voilà. Moi, je voudrais dire que j'apprécie l'intervention de Brigitte pour effectivement les trois raisons qu'elle a elle-même indiquées dans son interpellation. La première, elle l'a dit, et moi je suis heureux de l'avoir entendue, parce que ce n'était pas évident il y a plusieurs mois, c'est qu'effectivement, cette ligne à grande vitesse, pour relier l'Europe du centre